Hello tout le monde, bienvenue dans cette minute au tableau consacrée à un rappel très rapide sur la transfusion de culot globulaire. On va parler uniquement des CGR ici, on ne parlera pas des plaquettes ni du plasma. Cette vidéo te sera utile si jamais tu vas passer ton partiel sur la transfusion ou tout simplement si ça fait longtemps que tu n'as pas transfusé et que tu veux te faire un petit rappel rapide. On va détailler 4 étapes et c'est surtout la 4e étape qui va nous intéresser puisqu'il s'agit de l'acte transfusionnel en lui-même. La première étape correspond à la demande d'examen. Ça va être prescrit par le médecin, mais c'est vous qui allez l'exécuter et qui allez respecter les bonnes règles. Dans ces examens d'immunohématologie, il va y avoir la détermination des groupes et du groupe sanguin. Je vous rappelle que pour déterminer le groupe sanguin, il faut faire 2 prélèvements par 2 personnes différentes à 2 moments différents pour avoir 2 déterminations du groupe sanguin. Sur une feuille de groupe, il y a 2 fois le groupe avec le registre, etc. Il faut également prélever, et ça il y a besoin que d'un prélèvement, les RAI qui doivent être à jour depuis moins de 48 heures. Une fois que vous avez fait tout ça, le médecin va pouvoir faire la demande de produits sanguins labiles. Et il s'agit tout simplement d'une prescription, mais ça va être important de vérifier que la prescription elle est bien faite, sinon vous pouvez toujours attendre votre sang. Il faut bien évidemment l'identité complète du patient, l'identité du médecin, l'identité du service, très important, et surtout quel produit sanguin labile on veut, quelle nature, quel type, quelle quantité, et dans quel délai. Les délais ne vont pas être les mêmes si c'est une transfusion urgente ou une transfusion qui peut attendre un petit peu. Avec cette demande, il faut bien évidemment joindre la carte de groupe sanguin, c'est indispensable, les résultats de RAI, et après il faut respecter le parcours classique qui est propre à chaque hôpital pour faire cette demande. Ça, je ne vais pas en parler ici parce que ça dépend vraiment de chaque établissement. Une fois que la demande a été faite, vous allez recevoir un appel ou alors directement via le pneumatique les produits sanguins labiles. Et c'est la 3e étape, la réception des PSL. Je l'abrège parce que j'ai la flemme de le réécrire à chaque fois. Quand vous allez recevoir les PSL, c'est de votre responsabilité d'infirmier de vérifier leur intégrité. Est-ce qu'il n'y a pas une fuite? Est-ce qu'il est bien froid? Vous n'allez pas vous amuser à prendre la température de la poche, mais vous voyez qu'elle est bien fraîche. Si votre poche elle est chaude, ça veut dire qu'elle est chaude depuis un petit moment, et il ne faut pas que vous transfusiez ça. Il faut aussi que vous regardiez à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de caillots, etc. Voilà, regardez rapidement, avec bien évidemment aussi la péremption. Et à ce produit sanguin labile sera délivré une feuille de délivrance qui va vous servir pour les contrôles. Il faut bien évidemment vérifier que le service est bien le vôtre et ensuite vérifier l'identité du patient. Attention, l'identité du patient ne sera pas sur la poche en elle-même, mais sera sur la feuille de délivrance. Et c'est là déjà où il faut vérifier que le numéro de lot du PSL correspond bien au numéro de lot qui est sur la feuille de délivrance et que l'identité du patient sur la feuille de délivrance correspond bien à l'identité du patient qui doit être transfusé. Il faut également bien vérifier la nature du PSL. Si vous avez demandé de l'irradier, est-ce que c'est bien de l'irradier? Est-ce que si vous avez demandé un phénotypé, c'est bien un phénotypé? Bref, il faut voir si la délivrance correspond bien à la prescription médicale. À partir de ce moment-là, vous avez 6 heures pour transfuser votre poche. N'oubliez pas que cette poche coûte très cher, donc il faut pas engager. Et ensuite, on arrive à la dernière étape, celle qui est la plus stressante au moment du partiel, c'est l'acte transfusionnel. Dans cette étape, on a 3 sous-étapes. Le contrôle ultime de concordance, le contrôle ultime de compatibilité et la traçabilité de la transfusion dans le dossier de transfusion tout simplement. On a dit vous allez avoir 3 choses. La poche PSL, la feuille de délivrance et la carte ABO, la carte de groupe. Il va falloir mettre tout ça à côté, tout simplement, et vérifier, on l'a dit, revérifier que le numéro de lot correspond bien au numéro de lot présent sur le PSL. Le numéro de lot, c'est le numéro du don, si vous préférez. Et tout simplement que le groupe sanguin est compatible entre la feuille de délivrance et la poche. Mais vous allez également vérifier que le groupe Rhesus phénotype sur la poche correspond à celui sur la feuille de délivrance. Vous allez regarder une par une les différentes lettres et une par une le petit signe qui suit cette lettre tout simplement. Et ensuite, vous allez contrôler l'identité de la feuille de délivrance avec l'identité sur la carte de groupe. Vous allez bien vérifier que tout est bon, prénom, date de naissance et nom de famille. Et vous allez également vérifier que le phénotype, le groupe sanguin, etc. sont compatibles entre le carte de groupe et la feuille de délivrance tout simplement. Et pour encore mieux checker, vous pouvez revérifier aussi la compatibilité entre la carte de groupe et donc le groupe sanguin, le Rhesus, le phénotype,
avec le produit sanguin labile, tout simplement. Attention aussi de vous rappeler les règles de compatibilité, c'est que c'est pas parce que par exemple votre patient est A+, imaginons, qu'on ne va pas pouvoir lui transfuser du A-. Tout dépend aussi de ce qui a été demandé en termes de prescription. Est-ce qu'on veut une poche de transfusion qui est 100% équivalent au sang du patient, ou est-ce qu'on tolère par exemple de lui apporter du négatif alors qu'il est positif? Je vous rappelle, la règle qui va nous servir pour le test de compatibilité, c'est de ne jamais apporter au patient un antigène qu'il ne possède pas déjà, parce qu'on vous rappelle, j'en ai parlé sur des vidéos sur les groupes sanguins, je vous remets les liens juste ici. Si jamais on apporte un antigène que le patient ne possède pas déjà, il va le reconnaître comme étranger à l'organisme et il va chercher à le détruire. Et c'est là où on a les accidents transfusionnels. Une fois qu'on a vérifié la concordance de ces 3 documents qui doivent être bien compatibles, concordants les uns par rapport aux autres, on va pouvoir passer au contrôle ultime. Là, pour le coup, je ne le montre pas ici parce que ça varie d'un hôpital à l'autre. Le principe reste le même, on colle bien évidemment une étiquette du patient, une étiquette du PSL sur le test, on va mettre une goutte du côté de la poche sur la case anti-A, anti-B, et on va mettre une goutte du patient, du côté du patient, dans la case anti-A, anti-B. Et on va voir si ça réagit, s'il y a une réaction. Par exemple, sur la case A, c'est que la poche ou le patient est de groupe A. On saura juste ça. On ne saura pas si c'est plus ou si c'est moins. C'est vraiment un test ABO. On va seulement tester les antigènes avec des anticorps anti-A ou anti-B. Quand on a fait la concordance, bien évidemment, on a signé à quelle heure on a fait la concordance. On a bien mis les étiquettes des patients sur les doubles feuilles de délivrance parce qu'il y en a une qui va être retournée à la transfusion, à l'EFS, et une que vous allez conserver dans le dossier du patient. Une fois que tout ça c'est fait et tout ça c'est signé, vous avez signé aussi le test ultime ABO, etc., vous allez pouvoir débuter la transfusion. Et pour ce faire, il faut du coup prendre une tubulure à filtre et ensuite la brancher sur le patient en prenant, avant de brancher le PSL, les différentes constantes du patient et particulièrement sa température, sa tension et sa fréquence cardiaque. Ensuite, vous branchez le PSL de sorte à transfuser entre 1h et 1h30. Attention, ça a modulé selon la pathologie du patient. On peut aller jusqu'à 2 heures sur des patients qui sont en insuffisance cardiaque sévère ou plus rapidement sur les chocs hémorragiques. Une fois qu'on a mis en place la transfusion, il faut que l'infirmier ou l'infirmière reste auprès du patient pendant les 15 premières minutes. C'est la loi tout simplement, parce que c'est dans les 15 premières minutes que vont se manifester les accidents transfusionnels les plus fréquents. Je ne vais pas vous les détailler ici parce que ça va être une vidéo trop longue, elle est déjà plus longue que la de moyenne, mais ce que vous allez chercher vraiment c'est des douleurs du patient notamment dans le dos, une hypotension, une tachycardie qui sont des signes d'allergie, une hausse de la température, un malaise du patient, etc. Donc il faut vraiment le checker sur le plan hémodynamique, neurologique et respiratoire. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un rappel rapide qui ne sert pas de tutoriel, c'est vraiment Voilà, comme je vous disais, c'est un rappel rapide, ça ne sert pas de tutoriel, j'en avais fait un beaucoup plus long et plus complexe que celui-là il y a très longtemps. Ça, c'est vraiment un rappel pour les personnes, genre juste avant leur examen, ou alors qui veulent se rafraîchir la mémoire parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas transfusé, tout simplement. Il y a plein de services où on peut être amené à transfuser, mais c'est pas pour autant que c'est un acte qu'on fait tous les jours. Il n'y a que en réanimation et aux urgences et au bloc opératoire où on fait ça vraiment très régulièrement. Peut-être en immuno et en cancéro aussi. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear.